Bonjour, bienvenue à votre premier module sur la vie relationnelle. J'aimerais vous parler aujourd'hui de ce que j'appelle la conscience de nous. C'est une capacité que nous développons qui transforme nos relations. C'est le pouvoir d'aller au-delà du moi et de toi et avoir accès à un niveau qui est celui de nous ensemble. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà senti comme un passager involontaire dans votre propre interaction relationnelle? Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous regardez au moment où vous commencez à ouvrir la bouche et à dire quelque chose qui n'est vraiment pas la meilleure chose à dire à ce moment-là. Parfois, vous savez que vous feriez mieux de vous calmer, mais vous ne le faites pas. C'est un peu comme si vous regardiez votre doigt lorsque vous fermez la porte. Vous savez très bien que la porte va se fermer sur votre doigt, mais vous n'avez pas la force de retirer ce doigt. C'est ce qu'on appelle être déclenché. C'est la perte de la partie sage de l'adulte en nous. C'est perdre le cortex préfrontal du cerveau et se déplacer littéralement dans une autre partie de soi, neurologiquement et physiologiquement. Mon mentor, Terence Real, qui a créé cette méthode de thérapie du couple, dit que nous avons deux parties en nous, la partie sage de l'adulte et la partie adaptive de l'enfant. La partie sage de l'adulte est celle qui, je l'espère, est en train de m'écouter en ce moment et qui a de bonnes intentions pour son couple. Cette partie de vous est présente en ce moment, sans doute, modérée, raisonnable, capable de réfléchir, de faire des choix, de s'arrêter, de respirer, de penser et d'agir. C'est la partie adulte et sage de nous-mêmes. Mais ce qui se passe malheureusement parfois dans nos relations intimes, comme nous le savons tous, c'est que cette partie du cortex préfrontal, ce cerveau sage, cette partie adulte et sage de nous-mêmes peut se déconnecter. Nous sommes alors inondés par une autre partie du cerveau, plus primitive, plus jeune, à la fois en termes de développement personnel et de développement historique du cerveau. Cette partie est dans le passé. C'est votre passé qui prend le dessus sur votre présent. En fait, personne ne réagit de manière excessive. C'est juste que à quoi vous réagissez n'est pas forcément. C'est juste que ce à quoi vous réagissez n'est pas forcément ce qui se trouve en face de vous dans cet instant. Ce à quoi vous réagissez est probablement un traumatisme. Pour faire simple, nous avons deux sortes de traumatismes. Trauma avec un grand T et trauma avec un petit t. Lorsque les personnes pensent à un traumatisme, ils pensent le plus souvent à une énorme catastrophe. Vous savez, une catastrophe comme un accident, un tsunami, un ouragan ou un viol, que Dieu nous en préserve. Mais la plupart de nos traumatismes que nous vivons ne sont pas des traumas avec grand T. La plupart des traumatismes que nous vivons sont des petits traumatismes qui ont lieu notamment pendant notre enfance. Il s'agit de traumatismes quotidiens, les désalignements quotidiens entre l'enfant et la personne qui s'occupe de lui. Cela peut être subtil ou flagrant, et là on peut parler de l'abus. Mais le plus souvent, il est subtil. L'enfant se plaint « Maman, je me suis fait mal ». Et la réponse est « Ne me dérange pas, laisse-moi me servir encore un verre de vin et j'arrive ». Pas méchant, mais l'enfant peut comprendre « Je ne suis pas important pour maman, je passe toujours après ». Et comme j'ai mentionné, ces traumatismes peuvent aussi être brutaux, violents, physiques, émotionnels et dangereux, et tout ce qu'il y a entre les deux. Là, il ne s'agit pas d'un traumatisme catastrophique ponctuel qui perturbe notre vie, mais de manque de connexion quotidien qui pourrait être vécu comme un abandon, par exemple, une négligence répétée, un état où on se sent impuissant et sans espoir, car un enfant ne peut pas se défendre, ne peut pas partir. Un enfant dépend sur ses parents pour survivre. Donc ce traumatisme avec un petit t peut être simplement que vous avez été abandonné à vous-même, laissé pour compte quelque part.
Ou bien vous avez peut-être vécu dans une famille dans un état d'intrusion et contrôle quasi permanent, et on vous disait quoi faire ou ne pas faire, quoi penser ou ne pas penser, ressentir ou ne pas ressentir. Il peut s'agir de l'un ou l'autre de ces éléments ou bien autre chose. Mais ce qui est absent dans tous les cas, c'est la connexion avec vous, l'enfant. Donc, en l'absence de ce lien, vous, enfant, avez en quelque sorte bricolé un adulte, une version d'un adulte avec tout ce que vous aviez. Vous aviez des films, des camarades, des professeurs à l'école, d'autres familles que vous observiez. Et à partir de tous ces éléments, vous avez construit une version enfantine de l'adulte. Permettez-moi d'insister, je parle maintenant de cette partie qui s'est adaptée en tant que l'enfant. La partie de vous qui s'est adaptée à la négligence ou l'intrusion ou la maltraitance dont vous avez été victime. C'est pourquoi on appelle cette partie de toi l'enfant adaptif. Certains d'entre vous ont subi les choses qu'on pourrait nommer abusives. D'autres abus sont très subtils. Les abus flagrants sont faciles à voir. On crie, on donne des coups, on fait honte à l'enfant, on le ridiculise, on le contrôle, on le néglige. C'est ce qu'on appelle l'abus actif de traumatisme. Mais il y a aussi l'abus passif de traumatisme, qui est une négligence souvent plus subtile, voire secrète. Alors, nous savons tous que les parents ne sont pas parfaits. Il ne s'agit pas de blâmer ou condamner les parents, mais il s'agit de se voir les choses comme elles étaient dans votre famille, pour ce petit garçon ou cette petite fille que vous avez été. Et pourquoi on veut faire cela? Car dans nos relations, c'est cet enfant qui apparaît quand nous sommes déclenchés. Et ce qui était une stratégie de survie pour l'enfant, qui était adaptif pour l'enfant, eh bien c'est maladaptif et dysfonctionnel pour l'adulte. Beaucoup d'entre vous sont les parents. Je vous invite à considérer les 5 domaines de l'expérience humaine. L'intellectuel, émotionnel, physique, sexuel et spirituel. Un parent suffisamment bon va être préoccupé par 3 facteurs pour leur enfant: l'éducation, l'orientation et les limites. Je vous invite à vous demander pour chacun de ces 5 domaines, intellectuel, émotionnel, physique, sexuel et spirituel, si vous avez été bien éduqué, bien orienté et avez-vous eu des limites. Choisissons comme exemple un domaine facile, l'intellect. Vos idées étaient-elles appréciées? Y avait-il des conversations autour de la table? Y avait-il des repas en famille même autour de la table? Est-ce qu'on vous avait aidé à faire vos devoirs? Votre intellect était-il célébré et stimulé ou deviez-vous vous débrouiller seul? Ou bien avez-vous été mis sur un pédestal comme l'enfant prodige, l'enfant parfait qui travaille si bien donc on n'a pas besoin de s'en occuper? En ce qui concerne notre bien-être physique, bien sûr, pour la majorité, il y avait du pain et de la nourriture sur la table et des vêtements sur le dos. Mais est-ce qu'il y avait des câlins? Est-ce qu'on vous avait dit « je t'aime » ? Votre sexualité naissante a-t-elle été célébrée au sein de la famille avec des conseils et des limites? Et maintenant, le plus important, la connexion émotionnelle. Si vous vous dites « moi, je n'ai pas eu de traumatisme », posez-vous la question « ai-je grandi dans une famille où nous étions émotionnellement, verbalement connectés les uns aux autres ?» Les gens parlaient-ils de leurs sentiments? Si vous parliez de vos sentiments, comment cela était-il reçu? Quelqu'un a-t-il mis un bras plus âgé et plus sage autour de vos épaules pour vous aider à exprimer, parfois modérer et comprendre vos sentiments?
Vous savez, nous faisons cela avec les jeunes enfants tout le temps. Un enfant tombe de vélo, s'égratigne le genou et la première chose qu'il fait est de regarder sa mère pour voir si l'égratignure est grave. Les parents régulent et aident à réguler le système nerveux de leurs enfants. Est-ce que c'était votre expérience ou avez-vous dû vous débrouiller toute seule? À un certain niveau, il nous manque tous le parent parfait qui nous guide, nous protège, nous fixe les limites et nous aide à découvrir le monde avec confiance. Mais puisque nous n'avons pas eu les parents parfaits, nous avons dû créer un adulte à partir de notre enfant adaptif. La partie adaptive de l'enfant que nous sommes est une version enfantine de l'adulte. C'est un enfant dans les vêtements d'adulte. En y regardant de plus près, cet enfant semble immature, surtout si on la compare à la partie adulte sage. Le problème est que dans le feu de l'action, nous perdons l'adulte sage et nous sommes conduits par cet enfant immature qui tente simplement à survivre et pense même qu'il vous aide. Examinons un peu plus près ces deux parties. Voici votre enfant adaptif et votre adulte sage. Regardons la différence. L'enfant adaptif voit des choses en noir et blanc. L'adulte sage est capable de voir les choses de manière plus nuancée. L'enfant adaptif est perfectionniste. Il veut tout faire bien et il veut que tout soit bien fait, même parfaitement bien fait. L'adulte sage est réaliste. Il sait que nous avons tous des imperfections humaines. L'enfant adaptif est implacable et croit que les choses doivent être faites de manière très précise. L'enfant adaptif est tendu et stressé dans son corps. L'adulte sage est nuancé, réaliste, indulgent, flexible, chaleureux, conciliant, humble et détendu. C'est un adulte mature. Et si vous regardez l'enfant adaptif, qui voit des choses en noir et blanc, perfectionniste, implacable, rigide, dur, certain d'avoir raison et inflexible. C'est un peu l'image ou l'idée qu'un enfant se fait de ce à quoi un adulte est censé ressembler. Selon qui est dans la pièce avec vous à un moment donné, la réaction est soit sévère, soit indulgent, soit rigide, soit flexible, soit chaleureux et humble ou dur et sûr d'avoir raison. Permettez-moi de prendre une seule qualité de l'enfant adaptif et de vous donner une idée de la puissance qu'il peut y avoir à dépasser l'enfant adaptif pour devenir un adulte sage. La qualité que je veux donner comme exemple, c'est la dureté. Cette insistance de voir les choses soit noires, soit blancs. Si vous ne retirez rien d'autre de cet exposé aujourd'hui, je vous prie de retenir ceci. Et ce sera déjà beaucoup. La voici. La dureté n'a aucune valeur rédemptrice. Permettez-moi de le répéter. Il n'y a rien que la dureté puisse obtenir que la fermeté aimante ne fasse pas mieux. Soyez ferme, soyez fort et soyez aimant en même temps. Un enfant qui s'adapte ne peut pas faire cela, mais un adulte sage peut le faire. Voici donc une pilule amère. Je vais vous demander d'avaler quelques pilules amères pendant notre travail ensemble. Je sais qu'elles ne seront pas faciles à avaler, mais une fois que vous les aurez avalées, les bonnes choses pourront suivre, je vous le promets. Voici la première pilule amère. La partie enfant adaptif, qui voit les choses en noir et blanc, qui est perfectionniste, etc., ne s'intéresse pas du tout à ces outils et cette information que je suis en train de vous transmettre. Cette partie de vous n'utilisera pas ces compétences dans les relations.
Cette partie de nous, l'enfant adaptif, n'est pas intéressé par l'accès aux compétences relationnelles pour davantage d'intimité et de connexion. En d'autres termes, je peux vous enseigner les compétences relationnelles, les outils, les protocoles de communication, tout ce que vous voulez. La partie de vous qui est votre enfant adaptif ne les utilisera pas. La partie de l'enfant qui s'adapte ne s'intéresse pas à nous. La partie de l'enfant qui s'adapte n'a pas les moyens de voir l'importance de la relation avec l'autre. Cet enfant en nous n'a qu'une préoccupation et une seule, la préservation de soi. Qu'est-ce qui déclenche ce passage entre l'adulte sage et puis, boum, l'enfant adaptif qui réagit? Vous êtes dans la relation et attentive et puis, boum, vous êtes un individu en position d'opposition à un autre individu et cette notion de nous a été abandonnée. Ce qui déclenche ce changement, et c'est pourquoi on l'appelle un déclencheur, ce qui déclenche ce passage est la perception du danger. On nous dit que dans notre corps, le système nerveux autonome surveille constamment l'environnement, posant la question « Suis-je en sécurité ? Suis-je en sécurité ?» 6 fois par seconde. Le système nerveux autonome surveille en demandant « Suis-je en sécurité ?» Si la réponse est « Oui », vous êtes suffisamment en sécurité, vous restez ancré dans votre adulte sage. Mais si la réponse est « Non », vous êtes en danger. Le problème, c'est que votre système nerveux réagit par rapport à un ensemble de critères conscients, mais beaucoup plus de critères inconscients, y compris les croyances. Lorsque nous sommes déclenchés, on perd la conscience et le sentiment de nous deux. Ce n'est plus la priorité. La priorité est la survie. La priorité est la préservation de soi. Et ce n'est plus nous deux, moi et mon partenaire. D'un coup, nous sommes dans un monde abondant de ressources que nous négocions et puis boum, il s'agit maintenant de 2 adversaires qui se disputent des ressources limitées dans une lutte de pouvoir à main nue pour gagner ou perdre. Oui, vraiment, nous entrons dans un monde différent lorsque nous perdons ce sens de nous. Nous perdons cette partie adulte et sage de nous-mêmes et nous entrons dans l'individualisme du moi contre toi. Et la seule chose qui nous intéresse, c'est qui va gagner. C'est pourquoi je vais vous enseigner aujourd'hui une première compétence. C'est la compétence numéro 1, avant toutes les autres compétences ne soient possibles. Il consiste à sortir de cet enfant adaptif et à se recentrer sur cet adulte sage en nous. Relions-nous à la conscience de l'autre. Qu'est-ce que cet adulte sage sait que l'enfant adaptif ne sait pas? L'adulte sage a le sens de l'écologie. L'adulte sage sait qu'il n'est pas au-dessus de sa relation intime. L'adulte sage sait qu'il ne contrôle pas sa relation. La sagesse nous fait reconnaître que je suis dans la relation et mon bien-être en dépend de ma capacité d'être dans la relation d'une manière saine. C'est une question d'écologie. Si vous polluez votre relation, vous allez empoisonner l'atmosphère et tôt ou tard, l'air deviendra irrespirable. Votre relation est comme votre biosphère. C'est le contexte dans lequel vous vivez. Bien sûr, vous pouvez choisir de polluer votre biosphère en laissant éclater une crise de colère, mais vous allez ensuite subir la réaction de votre partenaire suite à cette colère. Vous êtes tous les deux liés, connectés, et c'est pourquoi c'est dans votre intérêt de garder votre biosphère sain. En faisant cela, vous ne sacrifiez pas quelque chose. Ce n'est pas votre partenaire qui a gagné. Ce n'est pas votre partenaire qui va dire « j'avais raison ». Non, vous avez gagné tous les deux. Dans ce cas, la seule réponse à la question qui a raison, qui a tort, c'est « on s'en fiche ».
La réponse relationnelle à la question de savoir qui gagne et qui perd, qui a raison et qui a tort, c'est on s'en fout. Je me fiche de savoir qui a raison et qui a tort. Ce qui m'importe, c'est de savoir comment nous allons négocier cette question de manière à ce qu'elle nous convienne à tous les deux, car nous formons une équipe. En fait, le seul moment où l'on perd est lorsqu'on s'énerve. Il est dans mon intérêt éclairé de prendre soin de ma biosphère, tant que j'y suis. La raison pour laquelle vous voulez que votre partenaire reste heureux, c'est parce que non seulement vous l'aimez et vous voulez qu'il soit heureux, mais pour être encore plus concret. Et si il ou elle n'est pas heureux, c'est vous qui allez mal. Donc, il est dans votre intérêt vital de garder votre biosphère claire, propre, saine et même vibrante. En disant « je ne me sacrifie pas pour mon partenaire, je me sacrifie pour nous, pour la relation ». Prenons un exemple un peu bête. Ce couple veut sortir manger au restaurant. Elle veut manger italien et lui, il veut manger indien. Mais lui, il veut vraiment manger indien. Il ne veut pas manger italien. Mais en fait, il a eu gain de cause pour manger indien les 4 dernières fois qu'ils ont dû choisir un restaurant. Alors tant pis, ce sera italien. C'est bien aussi et cela fait plaisir à mon partenaire. Trouvons un bon restaurant ensemble. Ce n'est pas perdre, c'est une victoire pour tous les deux. L'enfant adaptif n'a pas ce sens-là. Vous savez, mon mentor en thérapie de la vie relationnelle, Terence Real, a un dicton. Il dit « Vous pouvez avoir raison ou vous pouvez rester marié. » Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si vous demandez à l'enfant adaptif, en vous, vous voulez avoir raison ou vous voulez être marié? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Eh bien, il dirait sans hésitation, c'est avoir raison qui est important. Vous voyez comment cette partie de vous ne sera donc pas intéressée par l'utilisation des compétences en matière d'intimité. La pilule amère, comme je disais, est que cette partie de vous n'est pas intéressée par la vulnérabilité nécessaire pour l'intimité réelle. Et il n'y a pas d'intimité sans vulnérabilité. Seule la partie adulte et sage de vous utilisera une compétence relationnelle de connexion. La partie individualiste de l'enfant qui s'adapte, moi contre toi, n'est pas intéressée par la vulnérabilité d'une véritable intimité. Alors que faire? Comment faire quand on est déclenché? La première pratique et compétence que je vous présente est peut-être la plus importante. C'est quand vous êtes déclenché, quand vous êtes dans ce passage entre l'adulte sage et l'enfant adaptif, ce que nous appelons le whoosh. Et rappelez-nous que le whoosh, c'est physique, cela monte des pieds à travers le corps de façon très viscérale, très forte et très irrésistible. Vous ne pensez plus car vous êtes dans le whoosh, dans l'apparition de l'enfant adaptif. Pour l'enfant, il y a une chose irrésistible qu'il faut absolument faire, c'est fuir, c'est se battre, c'est essayer de calmer l'autre pour ne pas être abandonné. Votre enfant adaptif est sur pilote automatique et réagit toujours à partir de ce whoosh, de ce qu'on appelle sa première conscience. C'est une réaction épidermique. Et rappelons-nous, cet enfant a tout à voir avec votre famille d'origine et le rôle que vous avez joué en grandissant. Il y a 3 catégories de première conscience: la lutte, la fuite ou soigner. Et pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au travail sur les traumatismes, la sidération ou la paralysie est une forme de fuite. C'est la fuite gelée. Combattre, fuir ou soigner, s'apaiser l'autre. Ou soigner, apaiser l'autre. Tout le monde sait ce qu'est un combattant. On m'agresse, je vous agresse. On me crie dessus, je crie en retour.
Ce que vous ne savez peut-être pas à propos de fuir, c'est qu'il est possible de fuir tout en se tenant à 15 cm de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle l'obstruction ou la résistance. Vous êtes physiquement là, mais mentalement et émotionnellement, vous êtes à l'écart derrière un mur. C'est quand même de la fuite. Et soigner, tenter d'apaiser l'autre, on cède contre son gré pour bricoler une solution pour apaiser l'autre. C'est un peu l'enfant qui a dû être un parent pour le parent. Et c'est une réaction de stress. Je vais tout faire, y compris en m'abandonnant pour essayer de tout faire pour que la relation fonctionne. Dans ce cas, l'action vient d'un sentiment anxieux et contraint. C'est « Oh mon Dieu, quelqu'un est contrarié, je dois faire disparaître cette contrariété immédiatement. Je suis responsable de l'état de l'autre. Je ne peux pas être en paix si quelqu'un est contrarié. Laissez-moi améliorer les choses. » Beaucoup de gens appelleraient cela de la codépendance, qu'ils aiment ou non ce mot. J'ai besoin que tout soit heureux pour que je puisse être heureux. Et je me mets automatiquement à te rendre aussi heureux que possible parce que je ne peux pas supporter que tu ne le sois pas. Combattre, fuir ou soigner, ce sont les réactions au stress. Les réactions quand nous sommes déclenchés. Alors, prenons une petite pause et faites le point avec vous-même. Dans votre relation intime actuelle, pas avec votre patron, pas avec vos enfants, pas avec vos amis, mais la personne avec laquelle vous vous réveillez et vous vous endormez. Lorsque vous êtes déclenché, quelle est votre première réaction? Vous êtes dans la lutte, la fuite ou vous tentez d'apaiser l'autre par peur de les perdre. Prenez un moment pour identifier votre réaction typique quand vous perdez un peu les boules. Le combat, la fuite ou le soin. Maintenant, prenez un moment pour identifier ce que vous imaginez être la première réaction de votre partenaire quand votre partenaire est déclenché. N'y réfléchissez pas, c'est l'habitude, la première réaction de votre partenaire. Le grand maître spirituel Krishnamurti a dit un jour, « La véritable libération consiste à se libérer de nos propres réactions automatiques. » Ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est de tout d'abord devenir conscient. D'être conscient de la première réaction automatique de votre première conscience. La liberté par rapport à nos propres réactions automatiques arrivera quand nous pouvons nous arrêter et respirer et observer. Alors arrêtez-vous, respirez, respirez et remarquez les réactions et l'envie irrésistible que l'enfant adaptif a pour fuir, pour battre, pour se battre ou pour prendre soin. Et si vous avez besoin de faire une pause pour le faire, c'est très bien. Prenez une pause. Et je vous enseignerai dans le prochain module comment prendre cette pause au mieux. Prenez une pause si vous en avez besoin. Faites le tour du pâté de maison. Faites quelques exercices de régulation si vous les connaissez. Méditez pendant 10 minutes, respirez profondément, mettez-vous de l'eau sur le visage. Discutez un peu avec votre enfant adaptif. Mais en aucun cas, ne le laissez pas prendre le volant. Dans l'idéal, lorsque cet enfant blessé ou adaptif se présente, il faut le prendre dans vos bras, l'entourer de vos bras et avec compassion. Et écoutez ce qu'il a à dire. Faites preuve d'empathie et d'amour, mais retirez leurs petites mains collantes du volant. Ce n'est pas eux qui vont diriger cette relation, c'est vous. L'urgence est notre ennemi. La respiration
est notre ami. Faites une pause, ralentissez votre biochimie, votre système nerveux, recentrez-vous, créez de l'espace autour de vous. Rappelez-vous qui vous voulez être. Nous. Et rappelez-vous qui vous voulez être, un adulte sage. Rappelez-vous que votre partenaire n'est pas votre ennemi. Donc la première chose à faire est de sortir de cette première conscience pour revenir à sa conscience d'adulte. Adoptez une attitude saine à l'égard de vous-même. Tenez-vous et votre partenaire en haute estime. Demandez-vous qu'est-ce que je pourrais dire ou faire de constructif en ce moment. C'est une façon de vivre la relation et cela prend de la pratique. Ce n'est pas comme si vous n'allez plus jamais tomber dans votre enfant adaptif, c'est que vous commencez à avoir la conscience et les outils à développer les compétences relationnelles. En fait, autant que la première conscience de l'enfant adaptif qui doit se préserver, la deuxième conscience consiste à souvenir de l'amour. Avant de parler, souvenez-vous que la personne à qui vous parlez est quelqu'un que vous aimez et que la raison pour laquelle vous parlez est d'améliorer les choses. Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes en or. Et voici la pleine conscience relationnelle. Plutôt qu'être emporté, vous observez. Observer, c'est avoir le choix. Vous n'êtes plus l'otage de votre propre transaction. Vous êtes l'observateur. Donc la première intervention, si vous voulez travailler sur votre relation, est de travailler sur vous-même. La maturité vient lorsque nous nous occupons de nos enfants intérieurs. S'ils sont déclenchés, nous ne les transmettons pas à nos partenaires pour qu'ils s'en occupent. La pleine conscience relationnelle est l'utilisation de la deuxième conscience, la conscience de nous. Il ne s'agit pas de toi et de moi, il s'agit de l'ensemble, de nous, dans lequel nous vivons tous les deux dans notre biosphère. Lorsque vous pensez de manière relationnelle et écologique à partir du « nous », vous avez la sagesse de comprendre que si l'un de vous gagne et que l'autre perd, vous êtes tous les deux perdants. Et ce n'est pas là un idéalisme de pacotille, c'est la réalité. Vous perdez tous les deux parce que le perdant fera toujours payer le gagnant, tôt ou tard. Vous êtes tous les deux liés. Dites-vous, il est dans mon intérêt de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette relation fonctionne pour nous deux. Et pourquoi? Parce que je suis là. Et quoi d'autre? Parce que je t'aime. D'ailleurs, le mot sanskrit, qui veut dire mindfulness en anglais et pleine conscience en français, c'est de se souvenir. On se souvient de l'amour. On se rappelle que la première chose à faire est de se souvenir que je t'aime.